L'application détournée du principe de précaution, ça va durer à peu près 2 ans. Maintenant, au bout de 8 mois, on sait comment marche la propagation du virus. Un confinement généralisé ou même un couvre-feu, c'est des choses qui sont censées ne pas exister en épidémiologie. Bénédicte Effer, bonjour. Bonjour, je suis docteur en médecine. Je fais partie de la Société française de médecine de catastrophe, de l'Institut pour la maîtrise des risques, également de la Society for Risk Analysis aux États-Unis. Je suis spécialiste des systèmes complexes, des situations sanitaires exceptionnelles et de la science de régulation, qui est une science quasiment inconnue en France et en Europe, mais qui est professionnalisée aux États-Unis. La science de régulation décrit l'ensemble des activités scientifiques qui servent à produire des connaissances qui sont mobilisées pour appuyer, développer et adapter les décisions en matière de politique publique, notamment en santé publique. Les domaines qui sont couverts par la science réglementaire sont notamment la sécurité sanitaire et alimentaire, la toxicologie environnementale, mais également les maladies infectieuses émergentes et la gestion des crises sanitaires exceptionnelles et la gestion des risques. Maladies infectieuses émergentes égale pandémie, égale forcément un intérêt de suivre ce qui se passe avec la plus grande attention. J'ai pu me rendre compte qu'il y avait des impacts négatifs, notamment au niveau de la démocratie sanitaire, de l'incohérence et de la dissonance de la gestion de crise telle qu'elle est pratiquée, avec notamment l'application détournée du principe de précaution, les controverses scientifiques multiples, dont notamment la plus grande controverse qui est quand même sur les traitements liés à l'hydroxychloroquine et au remdesivir, et également toutes les erreurs en communication des risques qu'on peut noter depuis le début de cette crise. Donc ça m'a amené à m'engager dans un combat en apportant des informations factuelles, distanciées, en proposant une relecture des données scientifiques, afin de promouvoir notamment la littératie étant la capacité des citoyens à pouvoir intégrer toute information écrite et notamment information scientifique. Voilà, et d'essayer de pouvoir proposer comme ça des outils de gestion de crise alternatifs par l'intermédiaire d'articles grand public, notamment pour le média François, et également de posts quotidiens sur LinkedIn. François est un média qui fonctionne sur un mode collaboratif, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau, notamment qui sollicite des avis d'experts, où certains articles sont rédigés par des collectifs d'experts. L'idée, en fait, est de surtout revenir à des choses factuelles, de sortir justement de la polémique et de revenir dans le cadre de la controverse scientifique, qui est une chose saine, mais qui n'a pas l'habitude d'être publicisée. Les controverses scientifiques, en général, c'est entre pairs et ça ne sort pas d'un milieu assez clos. L'idée est quand même de repartir sur des études scientifiques et d'en proposer une lecture et de pouvoir donner des outils aux citoyens pour qu'ils puissent lire et comprendre ces articles scientifiques. L'important surtout, c'est que les gens puissent avoir un avis critique et puissent arriver à se faire leur idée sans qu'on leur impose une idée. Quels sont vos outils? Nous avons mis en place, alors il y a des vidéos sur YouTube, il y a un site internet et nous avons une douzaine de groupes de travail sur différents sujets concernant la pandémie, qui travaillent justement sur sur la véracité des informations, sur la robustesse scientifique, et avec derrière un travail de pédagogie pour pouvoir communiquer aux citoyens des informations qui soient robustes et qui soient étayées, et pas simplement un avis ou une opinion, mais qui soient basées sur des données scientifiques robustes. Alors comment se fait-il que vous parveniez à avoir une colonne dans François? Je dirais sur LinkedIn, ce n'est pas difficile, quoique j'ai expérimenté le fait d'être censuré sur LinkedIn. Comment se fait-il que vous-même, qui avez une démarche rigoureuse, scientifique, vous n'avez pas plus que ça l'oreille des pouvoirs publics? C'est pas faute d'avoir interpellé les acteurs de la politique publique. Manifestement, certaines compétences ne sont pas requises. Donc, ce que vous voulez dire, Bénédicte Effer, c'est en définitive que dans le comité scientifique, par exemple, il n'y a pas de spécialistes en matière notamment de sciences de régulation qui ont vos compétences et qui pourtant seraient utiles pour les politiques, ne serait-ce que de décision. La constitution du conseil scientifique, c'est encore autre chose, mais on peut se poser la question de savoir si ce conseil est suffisamment je dirais, riche de diversité pour permettre d'avoir un avis éclairé sur la question. Il y a deux choses absolument indispensables en gestion de crise, et particulièrement en gestion de crise sanitaire. C'est premièrement la transparence.
Et deuxièmement, la capacité de reconnaître qu'on s'est trompé. Il faut être capable de dire on ne sait pas. Il faut être capable de dire là on s'est trompé, mais maintenant on va changer. On s'est rendu compte qu'on s'est trompé, on va changer. Le seul moyen de maintenir la confiance sociale, c'est de communiquer sur ce qui se passe en temps réel. Communiquer de manière pyramidale, en ne reconnaissant jamais les erreurs qui sont quand même clairement évidentes, ne peut qu'abaisser la confiance sociale. Il faut être capable d'une certaine souplesse et une adaptabilité rapide. Les connaissances, notamment, changent très, très rapidement en situation d'incertitude et il faut être capable de s'adapter très vite. Notamment, là, on voit qu'actuellement, la politique des tests est un échec, ça ne marche pas. On pourrait utiliser les tests antigéniques. On n'a pas besoin d'avoir des tests qui soient très sensibles. À partir du moment où ils sont spécifiques, ça suffit. Puisque maintenant, on connaît le mode de propagation, on sait que c'est des propagations par cluster, que ce sont des propagations qui se font par des personnes qui sont super propagateurs. Donc, en fait, il faut aller en arrière pour identifier les super propagateurs qui sont responsables de ces clusters. Ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas fait en France, qui est très peu fait. Ça commence à être fait un peu en Angleterre, ils sont en train de l'expérimenter. Ça a été fait, par contre, très bien en Nouvelle-Zélande et ils ont très bien réussi à gérer la vague de mars-avril. Ça a été fait au Japon, ça a été fait en Corée. Enfin, voilà, on a des exemples quand même d'endroits où ça marche. Mais là, en France, pour l'instant, on a toujours la même politique de test. On sait en plus que ça ne marche pas bien, puisque Santé publique France a elle-même fait un rapport disant qu'ils arrivaient à identifier à peine 20% des clusters, de l'origine des clusters. Donc on est d'accord, le traçage prospectif habituel qui est utilisé doit être changé. Donc, il faut être capable de s'adapter en fonction des connaissances nouvelles qui arrivent. On va vers des mesures qui sont un échec d'une politique sanitaire. Un confinement généralisé ou même un couvre-feu, c'est des choses qui sont censées ne pas exister en épidémiologie. Un confinement, enfin, c'est les confinements de type Lazaret, c'est-à-dire qu'on confine simplement les gens qui sont symptomatiques. On ne confine pas toute une population pour éviter un risque. Ça s'appelle un principe de précaution mal utilisé et ça s'appelle un échec de politique sanitaire. Le confinement et le couvre-feu sont des aveux d'échec. On sait maintenant quelles sont les populations qui finissent en réanimation, mais à mon sens, pas grand-chose a été fait pour protéger ces personnes fragiles et à risque. Faire le procès de ce qui a été fait antérieurement, je dirais que ça, c'est aussi voué à l'échec en termes de retour sur l'histoire. Quelles sont vos suggestions ? Premièrement, on voit quand même qu'il y a eu une perte drastique des précautions de lavage des mains. Il y a 2 publications qui ont été faites, une par le professeur Raoult, une par une équipe qui a travaillé en Afghanistan, je crois, qui montrent que, en fait, quand on se lave les mains, on a beaucoup moins d'infections respiratoires. L'unité Comet à Marseille, qui fait de la détection du SARS-CoV dans les eaux usées, fait également de la détection sur les surfaces et dans les airs. Et les dernières études, alors ça c'est dans un des articles que j'ai récemment publié justement sur l'épidémiologie des eaux usées, on se rend quand même clairement compte que l'unité Comet ne trouve quasiment jamais de SARS-CoV dans les détections dans l'air, mais par contre, ils en ont trouvé plein sur les surfaces. Et ils ont notamment réussi à empêcher un cluster d'éclore dans une maison de retraite en retrouvant du SARS-CoV sur une table, en trouvant quel était le résident de la maison de retraite qui était totalement asymptomatique, mais qui s'asseyait à cette table-là. Ils l'ont isolé, il n'y a pas eu de cluster. Donc il y a quand même des connaissances scientifiques qui nous donnent ces informations-là. C'est un virus qui est extraordinaire parce qu'il appelle les gens à plus d'hygiène. Il ne faut pas être uniquement dans une dérive, je dirais, sanitaire et d'hygiène. Il y a d'autres risques, il y a des facteurs psychosociaux qui interviennent, notamment pour les personnes âgées. Une personne âgée qui ne reçoit plus de visites, qui n'a plus de contact, qui ne peut plus discuter avec ses petits-enfants, c'est quelqu'un qui va dépérir, c'est quelqu'un qui a un risque de suicide quand même important. C'est quelqu'un qui ne mourra pas de la Covid, mais qui mourra d'autres choses, qui mourra de dénutrition, qui mourra d'une autre infection parce qu'elle aura été déprimée, elle aura arrêté de manger, elle sera dénutrie, et voilà. C'est une maladie qu'il faut voir de manière multidisciplinaire et dans sa globalité, et pas uniquement sanitaire. Il y a quand même de plus en plus notamment de publications qui commencent aussi à venir sur le fait que ça commence à ressembler à ce qu'on appelle une syndémie. Une syndémie étant une association de maladies qui en fait se potentialisent, que ce soit des maladies infectieuses ou des maladies non infectieuses.
Mais on sait quand même maintenant clairement que la pauvreté a un rôle d'aggravation. L'isolement social peut avoir aussi un rôle d'aggravation. Il y a des facteurs quand même socio-économiques qui font que ces personnes-là vont tomber plus malades. Les gens qui sont pauvres vont avoir plus de facteurs de risque de diabète et d'obésité. Après, quand même, il y a quand même une chose qui est assez jolie, effectivement, et là-dessus, ce virus-là est un beau révélateur, c'est que ça a quand même éteint quasiment toutes les épidémies de gastroentérite et ça a même éteint l'épidémie de grippe. Par contre, on voit quand même clairement que là, sur les infections respiratoires, depuis début septembre, il y a quand même plein de rhinovirus. Donc le rhinovirus, lui, il n'a pas l'air d'être impacté. Enfin, ça, c'est des choses qu'on surveille. Voilà. Est-ce que la grippe va venir chez nous? On ne sait pas encore. La problématique, en fait, c'est que depuis le mois d'août, en fait, il y a une diminution, notamment du lavage des mains. Comment on le sait? Alors, on le sait parce qu'il y a le rapport hebdomadaire de Santé publique France. Et il y a également une base de données officielle qui s'appelle Géodes Santé publique France, sur lesquelles on a accès à toutes ces études. C'est des statistiques qui sont faites sous forme comme des sondages, en fait. Hein. Donc, c'est des études de population. Ça n'est que ça, mais a priori, pour l'instant, on n'a rien d'autre sur le lavage des mains en France de disponible, à part ces enquêtes-là officielles, avec effectivement la réserve de voir qu'effectivement, parfois, les chiffres donnés ne sont pas tout à fait exacts. Il peut y avoir des erreurs, des bugs. La problématique, c'est la transparence, c'est de communiquer là-dessus. Quand il y a une erreur de données, il faut que le gouvernement puisse dire attention, là, il y a eu une erreur, on a rechangé, mais attention, ça, c'est… Enfin, voilà, c'est ça que j'appelle la transparence. La problématique de la perte de confiance, c'est que quand il y a des erreurs comme ça, ceux qui les signalent sont soit des gens comme moi, soit des journalistes, mais ça vient jamais de l'État. En tout cas, il n'y a pas vraiment une communication fluide sur… si on ne va pas regarder le site de Santé publique France, on ne voit pas la petite phrase qui dit, par exemple, attention, là, il y a plus de mortalité, mais en fait, on a récupéré tous les décès d'un hôpital sur les 3 derniers mois parce qu'ils ont eu du retard dans le fait de nous donner les données. Par exemple, il y a aussi sur la mortalité, les transmissions de décès en EHPAD sont transmis, je crois que c'est le mardi et le vendredi. Donc forcément, ces jours-là, il y a une augmentation des décès, mais simplement parce que c'est la transmission du vendredi au mardi et du mardi au vendredi. Si on n'explique pas aux gens, ils voient des augmentations et puis, voilà, et puis après, s'ils ne savent pas d'où viennent les données, ils vont forcément mal les interpréter et surtout, on peut leur en donner une explication qui n'est pas forcément la bonne. C'est ça la littératie, c'est d'être capable justement de pouvoir se dire ah ben oui, là, mardi, ça a augmenté, mais on nous a dit qu'en fait, ils récupèrent toutes les données des EHPAD depuis vendredi dernier, donc du coup, c'est normal que ça augmente. Vous revenez sur ce point qui est votre spécialité, qui est de dire, mais en fait, la manière dont les données sont traitées et donc dont les informations sont véhiculées peuvent être complètement détournées, mais pas par une volonté quelconque, par le seul fait que on fait un mauvais traitement de l'information. C'est pas des volontés affichées de cacher les choses. C'est juste que quand on ne dit pas des choses importantes, les gens qui n'ont pas les compétences scientifiques ne vont pas interpréter ça de la bonne façon. Parce qu'ils n'ont pas, justement, tout le monde ne peut pas être scientifique. Le rôle des experts, notamment, c'est d'éclairer normalement le simple citoyen et de lui expliquer, de lui permettre de comprendre ce qui se passe. Et la confiance, là, est absolument indispensable. Vous avez parlé des recommandations que vous pourriez faire aux politiques. Alors, il y en a une autre dont je n'ai pas parlé, qui est très importante, qui est l'épidémiologie des eaux usées. La beauté de cet outil, c'est que quand on détecte le SARS-CoV dans les eaux usées, on a en fait une image de toute la population en un instant. Donc, on peut avoir une agglomération de plusieurs millions de personnes. On sait exactement combien il y a de personnes infectées dans la population. Mais c'est beaucoup mieux que d'aller tester tout le monde tout le temps. C'est qu'en fait, quand on fait les dosages, si on fait les dosages toutes les semaines, on sait combien est-ce qu'il peut y avoir de cas de SARS-CoV a priori. Il y a deux structures qui s'occupent de ça actuellement. Il y a l'unité Comet à Marseille. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses qu'avait reconnu la maire de Marseille, c'est qu'ils avaient été alertés par une augmentation des taux de SARS-CoV dans les eaux usées et ils n'en ont pas tenu compte suffisamment avant qu'en fait ne commencent à se déclencher les hospitalisations, les entrées en réanimation. Mais il l'avait, l'unité Comet l'a montré. Ensuite, il y a un consortium qui s'appelle Aubépine,
qui est un consortium de différents laboratoires des Hauts-de-Paris, enfin, voilà, sur lequel, notamment dans l'article que j'ai rédigé sur l'épidémiologie des eaux usées, j'ai interviewé Vincent Maréchal, le professeur Vincent Maréchal, qui est virologue, qui est un des membres du comité de pilotage. Ils sont en train de mettre en place un réseau avec plus de 150 sites de prélèvement des eaux usées. Ils ont vu, dès août, ils ont vu l'augmentation de nouveau du SARS-CoV dans les eaux usées. Donc, c'était prévisible et tout ça a été vu et prévu. La problématique, c'est que ces outils-là, actuellement, ne sont pas utilisés à leur pleine capacité et ne sont pas développés. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi l'unité Comet à Marseille peut faire ça, c'est sapeurs-pompiers. Pourquoi on ne fait pas ça dans toutes les villes? Parce qu'eux, ils peuvent faire ça et on peut faire ça juste à la sortie d'un EHPAD. Donc, si on fait de la veille sanitaire avec l'épidémiologie des eaux usées, en détectant le virus dans les eaux usées, si on demande, on explique aux gens de la bonne manière comment bien utiliser les mesures de barrière, mais les trois en même temps, et si derrière ça, on organise ensuite un traçage, mais qui soit un traçage bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on revient en arrière parce qu'on connaît le mode de propagation et qu'on peut éteindre l'épidémie en allant trouver les super propagateurs. Avec ça, on a des moyens quand même de répondre aux répliques de cette épidémie. Et on a des moyens de ne pas aller saturer effectivement les hôpitaux. Si on se préoccupe des personnes qui ont des facteurs de risque de manière à ce qu'effectivement elles n'attrapent pas la Covid, ces gens-là n'iront pas saturer les réanimations et les hôpitaux. Il y en aura toujours. Mais le temps que soit le virus mute, soit une immunité collective se mette en place suffisante, il faut simplement gérer sur la longueur. Comme on sait que ça va durer un petit moment, la confiance est encore plus importante parce qu'on sait que ça risque de durer 1 an ou 2, le temps qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Enfin, les grandes pandémies, que ce soit la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, elles ont duré sur en gros 2 hivers, elles sont étendues sur 3 ans. Donc voilà, on est parti pour ça. Le virus ne fait que démasquer en fait des choses qui effectivement sont des choses connues depuis longtemps, mais dont la plupart du temps on ne se préoccupe pas. Et actuellement, pour moi, il y a surtout un problème qui est ce que j'appelle un problème d'intendance, qui est un problème de logistique. C'est que là, on a un système de santé qui est fragilisé, qui était déjà fragilisé avant l'éclosion de cette épidémie de SARS-CoV-2, qui s'est trouvé fortement impacté en raison quand même aussi de la pénurie qu'il a pu y avoir de masques, de blouses, de surblouses, qui a fait que les conditions de travail ont été psychiquement... Enfin, voilà, moi, je connais plein de soignants qui sont là, ils sont en stress post-traumatique. Il y en a plein qui ont démissionné, qui disent stop, je ne veux plus jamais vivre ça. On n'a pas donné aux soignants les moyens de combattre tout ça dans la sérénité. Si on est obligé de mettre un sac poubelle parce qu'on n'a plus de surblouse, si on a un masque chirurgical, alors qu'on n'est pas sûr qu'il ne faille pas mettre un masque FFP2 au début, enfin voilà, ça, c'est des charges psychiques. En fait, c'est juste une problématique d'intendance. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la pandémie, ça relève de l'interprétation. Donc, il n'est pas opportun de continuer d'agiter ce terrible démon sanitaire dans la population. La deuxième chose, c'est que les pouvoirs publics prennent en compte les éléments que vous retirez, par exemple sur les eaux usées, et puis sur les nouveaux outils d'observation. Et ça, ce n'est pas seulement par rapport à la Covid, c'est par rapport à n'importe quel virus. Virus, bactéries, en fait, c'est de l'ordre qu'on appelle des maladies infectieuses émergentes. C'est des choses qui peuvent être déployées pour tout, parce que là c'est le SARS-CoV, mais à un moment donné, ça sera la dengue, ça sera le Zika, d'autres virus qui peuvent ressortir, parce qu'il y en a tout le temps des virus qui éclosent comme ça. Ils aboutissent pas à toute la pandémie, mais voilà. Je me suis interrogé sur le fait de comment ce virus est arrivé et comment il s'est développé. Alors, il y a eu des démonstrations, notamment il y a Toussaint qui a fait une démonstration absolument magnifique où j'ai cité un moment de son propos sur un exposé qu'il a fait. Le confinement ne coupe pas les chaînes de transmission essentielles qui sont celles qui sont représentées ici, qui étaient celles de la diffusion touristique, professionnelle, commerciale de la plupart des gens dans le monde, et en particulier ceux qui étaient concernés par l'émergence du foyer épidémique dans le Hubei, à Wuhan. Et vous avez ici le relais des téléphones de 60 000 habitants du Hubei qui se sont déplacés dans les semaines qui ont précédé leur confinement. Et on voit qu'ils se sont répandus dans le monde entier à hauteur des intérêts commerciaux ou touristiques qui étaient les leurs, comme évidemment les pays très heureux de les voir et de les recevoir. On peut identifier la population. C'est une population dans le milieu donc, scientifique et médical, pharmaceutique.
c'est une population dans le milieu financier, politique et militaire. Donc, on pourrait se poser un certain nombre de questions sur la manière dont les choses ont été traitées à ce moment-là pour, après, empêcher la propagation. Que la transmission, effectivement, a été faite par des gens qui sont plutôt de niveau cadre supérieur, oui, on est bien d'accord, mais comme pour tout, puisque c'est eux qui voyagent, la problématique, c'est qu'après, effectivement, ça impacte des populations qui, elles, ont des facteurs de fragilité, qui sont des facteurs de fragilité pas seulement de santé, mais également socio-économiques. C'est là où ça devient une syndémie. Vous travaillez avec Louis Fouché, dont je recommande la chaîne, parce qu'il a beaucoup de contenu, une grande implication pour ce qui est d'informer rigoureusement les citoyens sur la situation sanitaire et aussi des recommandations en permanence pour bien instrumenter le corps médical, le corps scientifique. Et donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis.